Anaïs Ginori est la correspondante à Paris du quotidien La Repubblica, l'un des grands quotidiens nationaux italiens. Elle provient d'une famille où le journalisme a été présent depuis longtemps. J'ai eu le grand plaisir de connaître son grand-père qui était correspondant du Monde à Rome et aussi président de l'association de la presse étrangère à Rome. Donc une formation italienne et française à la fois. Absolument, oui. Entre les deux depuis que je suis née, en fait. Oui, donc une formation entre les deux pays et une connaissance de ce métier du journalisme qui précède ton entrée dans la vie professionnelle proprement dite, car justement ton grand-père était un grand personnage du journalisme français, italien et international. Oui, en fait, il a été correspondant pendant 10 ans entre les années 60 et 70. Ce n'était pas vraiment le premier correspondant du Monde, car il y avait déjà eu un autre correspondant avant lui, mais ça a été, disons, celui qui a vraiment fait rayonner l'image du Monde et certaine approche du métier de correspondant étranger en Italie. Il a en quelque sorte fait découvrir l'Italie qui était en train de se construire dans les années 60 à la France, en racontant l'Italie d'une manière pas banale, qui n'était pas faite seulement de clichés, en essayant de faire découvrir les personnalités politiques d'une manière justement plus approfondie, qui n'était pas dans la caricature, et aussi il suivait beaucoup aussi le Vatican, donc tous les changements qu'il y avait au niveau du Vatican. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour la France une manière de découvrir un pays qui, somme toute, était, je ne dirais pas marginal, mais c'était un pays qui, après la guerre, n'avait pas vraiment eu encore un intérêt comme ça, journalistique si important. Et lui, pas seulement lui, à cette époque, il y avait d'autres correspondants étrangers d'autres journaux européens qui ont commencé à faire ce travail vraiment de donner l'image de l'Italie qui se construisait avec le boom. Le boom économique, voilà. Le cinéma italien. Voilà, tout ce qui se passait dans les années 60 en Italie. Fait une période extraordinaire, enfin. Là, je vois Paolo Romani suivi avec une grande petite attention. Réflexion, je disais que d'abord, on a oublié de dire le nom de son grand-père, Jacques Noguecourt. Et ensuite, je disais, c'était un pays, l'Italie à l'époque, sur lequel il y avait énormément de lieux communs et d'idées préfabriquées. Donc c'était un peu une tâche ardue, mais enfin en tout cas nécessaire, de mettre fin à ces lieux communs. Absolument. J'ai envie de dire que peut-être maintenant, après les 20 dernières années, on se retrouve un peu dans la même difficulté pour être correspondant, par exemple italien, qui raconte, qui essaye de raconter l'Italie aux Français, enfin être dans le récit de l'Italie maintenant. Je pense qu'il y a un grand risque de cliché peut-être, et comme il y avait dans les années 60, c'est d'autres clichés, d'autres stéréotypes qui se sont... Oui. Non, bien sûr, mais évidemment c'est devenu beaucoup plus compliqué aussi, n'est-ce pas, si on parle de l'Italie, parce que à l'époque de ton grand-père, il y avait, les choses, pour dire dans un certain sens, étaient plus simples. Il y avait les Américains d'un côté, les Russes de l'autre, la démocratie chrétienne d'un côté, le Parti communiste de l'autre, donc les choses étaient relativement simples, n'est-ce pas? Alors que maintenant... Maintenant, oui, c'est pas l'idéologie, mais c'est... pour ce qui est de l'Italie, c'est les personnages et la difficulté de raconter l'Italie sans parler seulement de Berlusconi et de ce qui est arrivé. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est ça. Il n'y a pas que Berlusconi dans le panorama italien. Et est-ce qu'à ton avis, raconter la France aux Italiens, c'est plus facile ou plus difficile, ou c'est pareil? Enfin, je pense que, comme pour l'Italie, la France a des clichés qui sont inévitables.
et que les correspondants souvent utilisent un peu parce que en même temps les clichés sont d'abord ils sont souvent un peu vrais et c'est aussi une manière d'attirer l'attention parce que si on veut parler des Français, je ne sais pas, qui sont très attachés aux vacances. On en parlait avec Michael il y a quelques jours, parce que c'est vrai qu'en vivant à Paris, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vacances. Et c'est vrai, et en même temps, c'est une façon de raconter le fait qu'ici, il y a une conception du travail avec les 35 heures, avec un certain attachement même au travail le dimanche. Enfin, on peut raconter à travers un cliché beaucoup de choses qui se passent et qui font partie de la culture du pays. Mais sinon, ce qui est difficile par rapport à un correspondant français qui est à Rome et moi en étant correspondante italienne à Paris, c'est en fait il faut rendre complexe, une apparente simplicité. C'est le processus inverse. Un correspondant à Rome, il doit en quelque sorte trouver une manière de raconter une complexité comme la politique italienne d'une manière qui soit simple, en même temps pas banale. En France, on a l'impression que les choses sont très simples parce que c'est un système beaucoup plus réglé, avec disons, la politique n'est pas chaotique comme le système en général n'est pas chaotique, l'État fonctionne. Et pourtant, derrière cette simplicité il y a une énorme complexité, se cache une énorme complexité. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant en vivant ici et à essayer de redonner aux Italiens cette complexité qu'ils ne voient pas forcément même s'ils connaissent un peu la France. Comme un Français qui va en Italie, il pense que c'est que du chaos. En fait, il y a derrière le chaos des grandes lignes qui existent, que la personne qui a envie d'approfondir les voit. Et ici, c'est pareil, derrière une simplicité, un panorama politique apparemment très simple, enfin une droite, gauche, ou l'État qui fonctionne. Disons une stabilité qui est après. Oui, l'Italien moyen pense que la France est un pays plus stable qu'il ne l'est en réalité. Exactement. Un système cartésien. Exactement, la rationalité française qui en fait souvent peut donner beaucoup plus de surprises que ne le donne l'Italie. Tout à fait. Alors il faut dire que dans les reportages d'Anaïs Ginori, il y a d'un côté la chronique événementielle, si l'on peut utiliser ce terme qui remonte à l'école des annales, donc au jour le jour, il y a des articles qui suivent, je sais pas, la politique française, les actualités économiques, etc. Puis, d'un autre côté, il y a un regard de fond, donc la tentative d'expliquer cette société et aussi d'expliquer la mentalité, parce que la France, oui, il y a cette rhétorique des sœurs latines, mais au fait, la mentalité de fond des Français est assez différente de la mentalité profonde des Italiens, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. D'abord, il y a une sœur latine, mais c'est aussi une rivalité éternelle. Voilà, donc c'est une famille où on se dispute et il y a beaucoup de jalousie. Mais en même temps, il y a une attraction et c'est ça qui fait la merveille aussi d'être en poste, en correspondance à Paris ou à Rome. Où d'ailleurs les correspondants, quand ils arrivent, ils ne veulent jamais plus partir d'un côté ou de l'autre, parce que ces pays s'aiment tellement, des fois se détestent, mais il y a une attraction tellement forte que l'intérêt est énorme. L'intérêt, tu disais pour la mentalité, mais c'est vrai que l'intérêt est pour tout, pour la culture, pour la politique, pour la société, pour la mode, pour la gastronomie, enfin tout ce qu'on peut raconter d'un pays intéresse aux Italiens sur la France et vice-versa. Donc ça donne un champ, disons, de travail énorme pour un journaliste qui vit dans un des deux pays. Et la mentalité, oui, est complètement différente. Paolo Romani voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire qu'effectivement, on a parlé de la complexité
de la situation italienne, situation politique surtout. On a parlé de l'apparente simplicité de la situation française. Et finalement, c'est vrai, il y a une différence comme ça apparente, mais peut-être que si on creuse un peu, si on va un peu au fond des choses, les différences sont moins tangibles qu'elles ne le sont en apparence, n'est-ce pas? Bon, on dit souvent qu'il n'y a pas deux pays, on les appelle les sœurs latines, mais qu'en réalité il n'y a pas deux pays plus différents que la France et l'Italie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas, Anaïs, ce qu'elle en pense. Non, moi je pense oui qu'ils sont en fait, c'est comme un peu le noir et le blanc. Mais ils sont intimement liés. Il y a beaucoup de différences, mais en même temps, je pense il y a comme un jeu de miroir dans les différences et dans les ressemblances ou fausses ressemblances. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment de jalousie qu'on retrouve un peu, d'envie, qu'on retrouve. Ce sont deux pays concurrents. Voilà. Si l'on pense à des domaines comme la mode, comme la gastronomie, enfin, il y a plein de secteurs où la France et l'Italie sont concurrents sur les marchés internationaux. Absolument. Et ça, absolument. Mais à chaque fois avec vraiment une marque, une touche différente, c'est-à-dire dans la gastronomie, évidemment, c'est deux gastronomies complètement différentes, et en même temps, elles ont conquis le monde et elles ont rayonné toutes les deux. Dans la mode, c'est pareil. Il y a un style, disons, une élégance qui est complètement différente, un concept d'élégance qui est... Il y a même des critères qui ne sont pas les mêmes. Qui ne sont absolument pas les mêmes. Mais même voilà, dans tout ce qui est le domaine économique, l'Italie a quand même sa richesse, c'est les petites entreprises, et la France, c'est les grands groupes. Oui. Et l'État, une présence massive de l'État. Mais en même temps, ce qui fait la richesse de l'Italie, c'est cette capacité de se débrouiller, d'initiative économique. Alors qu'ici, par exemple, il y a une polémique assez grande maintenant sur le fait que le gouvernement n'aide pas les entrepreneurs, comme si, disons, l'initiative des capitalistes, des entreprises n'est pas aidée. En Italie, aussi les entreprises se plaignent, mais c'est vrai qu'il y a une initiative, la création d'entreprises est plus rapide, il y a beaucoup plus de courage, on va dire, d'initiative qu'en France où, voilà, typiquement, il y a une logique d'aide de l'État. Et ça, je pense que dans une réalité comme aujourd'hui, c'est sûr que l'Italie, d'ailleurs on le voit dans le déficit commercial qui est plus fort en France qu'en Italie. Enfin, en Italie, il n'y a pas de déficit commercial et en France, il y a. Donc c'est vrai que dans ce sens, le modèle qui n'a jamais été réfléchi comme modèle, mais qui est devenu un modèle de la réalité économique italienne, a plus d'atouts en ce moment que la France dans une économie globale comme celle qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en même temps, les Italiens voudraient des fois plus d'État, surtout dans une période de crise comme aujourd'hui. Alors ils voudraient moins d'évasion fiscale. Voilà, et alors ils pensent à la France qui est un modèle. Et voilà, enfin, il y a toujours comme ça une chose où les Italiens ont quelque chose qui est positif, mais en même temps ils songent à ce que la France a. Et la France pareil, je pense dans beaucoup de secteurs, elle a des choses à apprendre aussi de l'Italie. Donc c'est pour ça que je pense que l'intérêt se renouvelle, l'intérêt d'un pays vers l'autre se renouvelle tout le temps. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours, historiquement, il y a toujours eu un intérêt de l'Italie pour la France, un intérêt de la France pour l'Italie, malgré tous les conflits, les rivalités qui ont caractérisé l'histoire des deux pays, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'épisodes.
Bon, il y a aussi une tradition, disons, d'anti-italianisme en France, comme il y a une tradition anti-française en Italie, n'est-ce pas? Mais ce sont des phénomènes plutôt limités, quoi, parce que l'anti-italianisme en France se manifeste, disons, surtout par une sorte de condescendance à l'égard de l'Italie. Et en Italie, c'est un peu la manie de la grandeur de la France qui irrite, n'est-ce pas? Oui. Et qui est considéré comme quelque chose de velléitaire, de prétentieux. Non, et puis parfois même c'est considéré comme ridicule, parce que par exemple la défense de la langue française, auxquelles les Français sont tellement attachés, il y a plein d'initiatives et tout. Bon, nous, ça nous fait un peu sourire, quoi, sinon rire, parce que nous avons le souvenir d'une période, hélas, dramatique et même tragique, où on défendait la langue italienne. À l'époque oui, fasciste, donc, bien sûr. Si, mais enfin, on ne peut pas défendre une langue par des outils politiques. C'est la logique des rapports de force, la logique économique et culturelle qui donne la suprématie à une langue. De toute manière, il est certain que le français reste une langue très importante et tellement intéressante. Nous l'aimons tous. Donc, merci pour cette conversation et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et donc, grazie Anaïs Ginori, correspondante de La Repubblica à Paris. Merci. Merci.